Eh bien voilà, j'ouvre le bal. Je remercie Jean-Loup, je remercie Pierre d'avoir fait appel à moi. Je remercie les organisateurs et la ville de Grenoble de nous accueillir pour discuter de femmes et environnement. Alors, je vous emmène sur des terres assez exotiques et vous voyez, je ne vais vous parler ni de la ville, ni de la montagne, mais je vous emmène dans des terres sauvages, comme les républicains considéraient la Vendée militaire. Active, ardente, passionnée, selon Michelet, la femme vendéenne serait l'agent de la Vendée. On connaît par ailleurs ces pages quasiment misogynes sur une supposée force de persuasion de la Vendéenne capable d'empêcher son pauvre mari de dormir du sommeil des justes afin de le pousser à prendre les armes contre la République. Actrice principale et moteur de la révolte, Michelet va vite en besogne. Même s'il dessine un portrait sans concession, mais aussi singulier, de la femme vendéenne totalement engagée dans la guerre civile. Tout au long du XIXe siècle, celle-ci n'avait constitué qu'un sujet secondaire, mis constamment à l'arrière-plan de la guerre. Pour l'opinion d'alors, les femmes ne pouvaient faire la guerre, ni participer au combat, ni même à l'effort de guerre du côté bleu, c'est-à-dire républicain, comme du côté blanc, c'est-à-dire vendéen. Il faut attendre 1931 pour qu'une première étude sorte précisément sur les femmes, celle d'Émile Gabory. Cet historien les enferme soit dans des récits édifiants, soit dans des postures de victimes. Quand il évoque les combattantes présentes sur le champ de bataille, il justifie leur engagement par défaut, consécutif à des circonstances tragiques, la mort de leur père, la mort de leur mari, la mort de leur famille. Autrement dit, si elles transgressent entre guillemets leur genre, elles en ont de bonnes raisons. Au moins, le travail d'Émile Gabory a-t-il le mérite de citer des sources et de tenter une sorte de typologie des femmes jetées dans la tourmente de la Vendée militaire, espionnes, infirmières, guerrières. Ce n'est que près de 80 ans plus tard, en 2005, que Thérèse Rouchette va se consacrer spécifiquement aux Vendéennes. En fait, Thérèse Rouchette entreprend la réédition de 8 témoignages de femmes, dont 2 aristocrates. Le livre a le mérite de publier ces textes, souvent confidentiels, car difficiles à consulter. Ces textes ont été initialement mis dans des revues locales du début du XXe siècle, par exemple Anjou historique. Plusieurs études universitaires, et on les connaît tous ici, s'intéressent aux femmes de l'Ouest en Révolution, par exemple. Je cite, par exemple, Maria Goupil-Travers ou bien Solène Mabot, qui ouvrent la voie à des études passionnantes et inédites. L'ère géographique de leurs recherches est centrée sur la Bretagne, marquée par un conflit de plus basse intensité qu'en Vendée militaire située plus au sud. Dans mes ouvrages sur les colonnes infernales ou encore sur la justice d'exception, j'ai été confrontée aux femmes en guerre civile, sans toutefois en faire un objet essentiel de recherche et de publication. En fait, il manque toujours des études spécifiques sur les femmes blanches ou bleues en Vendée militaire. Quant à l'environnement, l'absence d'historiographie sur ce territoire et à cette période est encore plus criante. Dans sa définition, l'environnement au singulier comme au pluriel comprend aussi bien les paysages naturels de la Vendée militaire que les sociétés rurales et leurs habitants qui les peuplent et qui les exploitent. Si les spécialistes de la Vendée militaire mentionnent essentiellement le bocage, mais aussi les forêts, les landes, les marais, en tant que milieu naturel de vie et de labeur des populations, dont les femmes, ils ne les mettent véritablement jamais au premier plan. Quant aux environnements sociétaux, s'ils sont mieux connus avant la guerre de Vendée, ils sont souvent négligés durant la guerre civile. L'environnement vendéen se caractérise donc par une société, par un paysage de bocage, défini par un habitat dispersé mais de forte intensité, avec des villages et des bourgs en réseau. Par cette communication,
Je vous propose donc une approche singulière de la guerre de Vendée au travers un tableau de femmes vendéennes côté blanc. C'est aujourd'hui ce que j'ai choisi de traiter, plutôt d'ailleurs des aristocrates qui sont replacés dans un environnement naturel, militaire et social bouleversé par la guerre civile. Pourquoi des Vendéennes blanches? Pourquoi des aristocrates? Eh bien parce qu'elles savent écrire, elles déjà, elles témoignent, elles ont survécu et elles sont d'une certaine manière des voix emblématiques de la Vendée militaire au moment de la reconstruction. Je veux parler donc, par exemple, de la marquise de la Roche-Jacquelin, qui est la veuve de Lescure, qui est liée à la Roche-Jacquelin, l'un des chefs vendéens les plus emblématiques. Je veux également évoquer la marquise de Bonchamp, la comtesse de la Boire, la vicomtesse de Sapineau, mais aussi des anonymes. C'est-à-dire qu'au moment de la reconstruction, vous avez des femmes vendéennes qui ne savent pas écrire, qui ne savent pas du tout témoigner de cette guerre, mais qui vont devant les juges de paix pour une attestation, pour un papier, pour témoigner de tel ou tel événement de la guerre de Vendée, et à cette occasion-là, vont parler de leur environnement. Évidemment, le cadre de vie de toutes ces femmes n'apparaît qu'à la marge, car ce n'est pas là l'essentiel de leurs propos. Et toutefois, l'environnement y est bien présent, à l'historien d'y être attentif. Alors, ce que j'aimerais me poser comme question ce matin, c'est comment ces femmes s'adaptent-elles à un environnement de guerre civile? L'adaptabilité, ça a été véritablement un mot-clé que j'ai utilisé énormément durant les colonnes infernales, dans mes études sur les colonnes infernales, par les républicains. Mais cette fois, j'aimerais regarder la focale de l'adaptabilité par ces femmes, souvent aristocrates, côté vendéen. Alors, en premier point, l'environnement naturel, c'est un refuge qui est vulnérable pour ces Vendéennes. Ici, je vous présente deux photos, les chemins creux. C'est vraiment emblématique de la Vendée, mais sachez que les chemins creux n'existent quasiment plus. Vous en avez ici quelques traces dans le pays. Pourquoi? Les colonnes infernales sillonnent le pays durant plusieurs mois, entre janvier et juillet 1794. Tous les témoins de la guerre de Vendée évoquent l'importance des genêts pour s'en préserver. Ces arbustes moyens, touffus, font partie des conditions de leur survie. Ils sont lieu de cachette, mais aussi d'attente, parfois anxiogène. Tout d'abord, les républicains ont peur de s'y aventurer et de les fouiller, car comme le dit Madame de la Boère, les genêts ont cela de précieux que les taillis, plus précieux que les taillis des bois, qu'on ne voit qu'étant très près. Les embuscades tourneraient alors à l'avantage des Blancs, les Bleus en sont parfaitement conscients. Pour autant, les Vendéennes, elles aussi, se trouvent sans vision d'ensemble ni de possibilité de fuite rapide. Madame de Sapineau explique en quelque sorte sa, entre guillemets, méthode qu'elle a adoptée à plusieurs reprises durant l'hiver 1794, durant les colonnes infernales. Je me couchais sur le ventre et je me couvris des genêts que j'avais coupés pour me servir de siège. Vous voyez, siège, qui est aussi un vocabulaire guerrier. Mais c'est sans doute la comtesse de la Boère. Alors, on a retrouvé il n'y a pas très longtemps le portrait de cette vieille femme qui a publié ses souvenirs, qui a survécu à cette guerre. Et elle dit ceci: on ne pouvait plus se croire en sûreté nulle part. Il fallait disparaître de la terre. Alors on se jetait dans les fourrés, dans les premiers champs de genêts ou d'ajoncs épineux qu'on rencontrait pour se tapir sur le sol humecté de pluie ou de neige. Ce n'était ni le froid ni la pluie qu'on redoutait, la peur. Cette maladie de l'âme faisait oublier toutes les souffrances corporelles. Je n'ai connu rien de plus triste, d'opposition plus affreuse. Là, blotti sur la terre, ne voyant pas à 4 pas devant soi, mais on entendait tout. Elle fait écho par là à des centaines de témoignages d'anonymes venus justement devant les juges de paix début 19e siècle. Je ne prendrai qu'un seul exemple, celui de Marie Barbarie, d'un petit village qui s'appelle Molévrier. Elle a 12 ans au moment des faits des colonnes. Et quand elle témoigne, évidemment, en 1799, elle a ce souvenir-là, puisqu'elle comparait pour attester de la disparition d'une famille de voisins. Elle se souvient encore, dit-elle, qu'elle était couchée le visage contre terre, parmi les genêts très hauts. Elle s'y était réfugiée, dit-elle, comme d'habitude, avec sa voisine, mère de 2 enfants, et une domestique.
Cette fois, les Genêts ne les préservent pas des cavaliers républicains qui trouvent d'abord la mère et les enfants. Comme Madame de la Boère, elle entend tout. Le coup de fusil sur la mère, les échanges des républicains sur le sort à adopter pour les deux enfants qu'ils finissent par sabrer. Elle-même est découverte par, je cite, l'un d'eux qui l'a pris par la grande coiffe, la relève et dit « Tiens, en voilà une qui n'est pas morte. » Elle reçoit plusieurs coups de baïonnette, elle survit au massacre, mais reste traumatisée par ce qu'elle a vécu, comme le prouvent les détails précis qu'elle avance dans son témoignage. Si les Genêts prennent une place importante dans les mémoires des aristocrates, comme dans les souvenirs des femmes les plus modestes, c'est qu'ils ont été une protection pratique et souvent salvatrice contre les républicains, mais pas infaillible totalement. Deuxième élément dans l'environnement naturel, ce sont les fossés, les chemins creux, comme je vous l'ai dit. Alors, je vais aller plus vite, mais quand elles le peuvent, les aristocrates ou bien les femmes du peuple vont s'éloigner des routes et vont se réfugier dans des métairies, justement, suffisamment isolées, loin de ces colonnes infernales. À la lisière, entre les champs et les bois, il y a de nombreux arbres qui parsèment le territoire. Ils peuvent eux aussi servir de cachette, inconfortable mais salvatrice, comme Anne de Bonchamp le raconte dans ses mémoires. À l'hiver 1794, harcelée par les Bleus à sa recherche, grâce à la complicité d'un voisin, elle monte par une échelle dans un arbre creux qui avait 12 pieds de haut, c'est-à-dire à peu près 4 mètres, et elle va y demeurer 4 jours durant, se nourrissant de ce que le paysan lui apporte. Les forêts également jouent un rôle important, mais je n'en dirai pas grand-chose puisque je n'ai pas le temps. Alors, ce que je veux vous dire, c'est que les bois, les forêts, les genêts, c'est-à-dire les jachères, hein, comme les habitats à l'écart des axes de circulation, font office de sanctuaire plus ou moins sûr. L'environnement bocager a tenu un rôle protecteur non négligeable pour les femmes en guerre civile. Deuxième élément, les femmes sont placées dans un environnement militaire, guerrier, de guerre civile. Il exige de l'observer avec soin pour les protagonistes en fuite. Tirer parti de l'environnement de guerre, c'est repérer les feux des colonnes, suivre leur avancée, leur déplacement et évaluer ainsi le temps qu'il reste pour se cacher. Les femmes développent une certaine expertise du théâtre de la guerre. Madame de la Boère se rappelle de ces femmes, de ces paysannes, qui, selon la direction des flammes, qui indiquait la marche des colonnes, elles allaient dans les endroits les plus éloignés des chemins qu'auraient pu suivre les Bleus. Les femmes suivent aussi le déroulement des événements guerriers militaires, et en particulier par le nombre de cadavres qu'elles rencontrent en chemin. Dans les villes ou les bourgades situées sur la vieille galère, non, les femmes passent toujours après les combats. Et comme le dit Goguet de Boileau, en arrivant, il nous fallait passer entre les morts. Plusieurs fois, nous ne sommes pas entrés dans les villes où nous savions que l'armée ne devait faire que passer pour éviter ce triste spectacle qui nous crevait le cœur. Vous voyez cette adaptabilité dans une situation un peu exceptionnelle qui est la virée de galère. La météo aussi est un facteur déterminant de survie. L'hiver 1793-1794 fut particulièrement pluvieux et froid. Les Vendéennes, comme d'ailleurs tout le monde, ont dû affronter la neige dans ces moments-là pour ne pas laisser de traces. Elles évitent les chemins et tentent de marcher sur ou dans les haies et les fossés. Ainsi, en janvier 1794, cachée du côté de Saint-Laurent-sur-Sèvre, Madame de Sapineau dit ceci, elle évite les échaliers, c'est-à-dire c'est des passages étroits. Dans l'ouest de la France, on connaît bien ces échaliers, dans les bocages, et donc elle évite les échaliers, de crainte que nos pas ne fussent connus. Nous passions sur les haies, sur les fossés, les jambes toutes pleines d'épines. Je n'avais que des souliers qui étaient tout mouillés. Passage étroit, voilà, j'ai oublié d'enlever cela. Alors évidemment, parfois, les femmes optent pour de mauvais choix, c'est-à-dire elles voient les feux des colonnes, elles pensent être à l'abri, elles reviennent trop tôt et elles sont prises, raflées par les colonnes infernales.
Alors, il y a aussi dans cet environnement guerrier un rythme de vie quotidienne bouleversé, modifié. La vie quotidienne est désormais articulée sur deux moments importants, le petit matin et la tombée de la nuit. Elle le dit, hein, dès le matin, c'est pas ça. Dès le matin, dit Madame de Sépineau, hein, c'est-à-dire avant le jour, on était sur pied et parfois encore plus tôt, puisque les femmes souvent voyagent alors qu'il fait encore nuit, en pleine nuit, vers 1h, 2h du matin, car, dit Madame de Sépineau, on craignait moins la nuit à marcher que le jour. Presque tous les citoyens ne marchaient jamais la nuit, à moins qu'ils n'eurent des routes. L'importance de la nuit est toujours soulignée par les mémorialistes comme par les témoignages du début du XIXe siècle, même si les nuits sont bien rudes, comme je cite par exemple Goguet de Bois-Hérault. Madame de la Boire le dit, les républicains sortaient peu la nuit. Je ne sais si c'est par crainte, bah oui, bien sûr. C'était heureux car ils auraient pu arrêter bien du monde. En temps de paix, la nuit est anxiogène, dangereuse. Aussi, les habitants l'évitent tout naturellement. En temps de guerre civile, à l'inverse, elle présente des atouts et est attendue et vécue pleinement, comme l'écrit Madame de la Boère, lorsqu'on était caché dans les genêts, ces retraites des loups et des renards dont nous envions la paix et qui nous servaient d'asile, on n'osait plus en sortir avant la nuit, de crainte d'être découvert par un ennemi qu'on redoutait plus que les animaux sauvages. On attendait donc la fin du jour quand les bruits de guerre s'éloignaient et c'était la voix du chat chouan, qui donnait le signal. Cet oiseau dont le cri lugubre et craint des heureux était pour nous plus agréable que le chant du rossignol. Il nous annonçait l'absence de ceux que nous craignions, l'heure de notre délivrance et n'avait rien de sinistre. On observe une inversion du rapport à l'environnement. Habituellement, la nuit est laissée au monde sauvage, loup, renard, chouette, vous voyez dans son témoignage, c'est le ton de la chasse et des prédateurs. Le monde civilisé, quant à lui, se retire dans les villes, les villages, les fermes. Durant la guerre de Vendée, cette distinction n'existe plus la nuit, car hommes et animaux cohabitent. Enfin, les femmes doivent s'adapter à un nouvel environnement sociétal qui est le résultat de cette guerre civile. L'environnement, vous l'avez bien compris, n'est pas réductible à l'espace géographique ou au cadre paysager. La société, dont les hommes et les femmes qui occupent, habitent, mettent en valeur son territoire, interagit nécessairement avec l'environnement en temps de paix, comme ici en temps de guerre civile. Il faut d'abord dépasser sa condition sociale. À l'exception de Madame de Sapineau, la plupart des mémorialistes femmes nobles ne connaissaient pas le bocage avant l'insurrection vendéenne. Madame de Bonchamp, par exemple, ou Madame de la Roche-Jacquelin sont des citadines. Toutes deux viennent de Paris, pour la seconde même de la cour de Versailles. Peu habituées à la marche, certaines vont devoir parcourir des centaines de kilomètres à pied, notamment lors de la virée de Galerne. Vous en avez à côté du portrait de la marquise de la Roche-Jacquelin la carte, hein, vous voyez qu'ils vont remonter jusqu'à Saint-Malo, ces Vendéens, vont essayer de prendre un port. Ils ne prennent pas Saint-Malo, ils tentent Granville, et puis ils échouent à Granville et redescendent vers la Vendée militaire. Vous voyez le nombre de kilomètres en plein hiver, on est entre octobre, novembre et décembre 1793. La marquise de la Roche-Jacquelin, par exemple, elle n'est absolument pas habituée à la marche et elle va devoir pourtant parcourir des centaines de kilomètres à pied. Elle part d'Ingrande sur la Loire vers Fougères, puis oblique vers la Bretagne, vers le sud de la Bretagne. Il semblerait qu'elle ait fait plus de 500 kilomètres par tout temps. Et surtout, ce qui est touchant dans ses mémoires, mais elle le dit presque en passant, c'est qu'elle va apprendre la marche des Vendéennes et en particulier avec des sabots. Elle dit, pour la première fois de ma vie, j'ai porté des sabots et ma mère et moi, on ne faisait que tomber à cause de cette marche ralentie par ces sabots. Elle témoigne aussi des conditions difficiles de ces marches épuisantes.
Elle doit endurer des vêtements souvent humides, mouillés, le manque de nourriture, la découverte d'époux également. Ce sont des toutes petites anecdotes qui montrent justement toute la richesse de l'environnement de ces femmes qui doivent s'adapter très rapidement. Elle, la marquise de la Roche-Jacquelin, elle pensait que les poux, on ne pouvait les trouver que sur la tête. Alors, elle découvre qu'ils se répandent sur l'ensemble du corps, et c'est évidemment une expérience nouvelle dont elle témoigne presque en passant dans ses mémoires. Vous voyez, nous fûmes très longtemps sans changer de linge. Elle parle de démangeaisons horribles. Perrine, notre hôtesse, nous dit: n'auriez-vous pas d'époux? Oui, beaucoup à la tête, mais on ne peut pas en avoir autre part. Elle se mit à rire, visita nos chemises, elles en étaient couvertes. Alors évidemment, la marquise de la Roche-Jacquin est habituée à une hygiène plus soignée, même si celle de la fin du XVIIIe siècle, vous en conviendrez avec moi, ne répond pas à nos critères actuels. Être noble dans un tel contexte est difficile parce que les aristocrates sont des cibles recherchées évidemment par les républicains. Elles courent sans doute autant de dangers, si ce n'est plus de dangers, que les simples paysannes, et elles sont contraintes de changer fréquemment de cachette. Mais l'environnement social peut aussi leur être d'un grand secours. Elles jouissent d'une solidarité des paysanneries vendéennes évidente. Leur nom leur ouvre des cachettes. Les Vendéens le font, entre guillemets, pour la cause. Le parcours de Madame de Sapineau l'illustre, elle qui passe de métairie en métairie dès que les habitants sentent le danger se rapprocher d'elle. À l'annonce de son seul nom, des familles vendéennes tentent de la protéger au mieux, du moins à la lire, j'y reviendrai en conclusion. L'anecdote des sabots de la marquise de la Roche-Jacquelin montre aussi que pour survivre, il faut se fondre dans la masse, en s'habillant en paysanne, adopter presque une hyper-correction de représentation sociale. Madame de Sapineau en est vite consciente. Dès octobre 1793, elle dit qu'elle n'était pas encore déguisée, mais dès le lendemain, je résolus bien de changer de costume. Et elle a intérêt, c'est une question de survie. Et elle le dit, elle va même plus loin en janvier 1794, j'étais enguenillée. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ce terme, mais en tout cas, c'est un terme très connu dans l'Ouest. Hein. J'étais enguenillée. J'avais une vieille coiffure de laine qui était jaune et qui avait l'air d'avoir servi à frotter les meubles. Je m'étais mis un morceau de croûte de pain dans un côté de la joue entre les gencives. Et la joue, je me l'étais noircie et les sourcils avec de la suie. Je m'étais mis un morceau de linge qui me prenait tout le menton, sous le menton, qui me cachait la moitié du visage et j'étais fort changée, avec succès, puisque les bleus qui tombent sur elle, sur cette vieille femme, la prennent pour une vieillarde inoffensive alors qu'ils la cherchent depuis quelques jours. Restez bonne femme, vous avez l'air bien malade, disent ces républicains. Le travestissement va jusqu'à emprunter les gestes et la posture des paysannes. Avoir de la présence d'esprit, adopter rapidement le bon réflexe, comme Madame de Sapineau, alors que les Bleus fouillent la métairie où elle est cachée, eh bien, elle s'empare, dit-elle, des écans. Vous devez connaître ce que c'est, Brigitte. Les écans, c'est un espèce d'outil pour commencer à travailler le lin. J'avais l'air bien maladroite et la peur me faisait trembler. La comtesse d'Autichamp s'improvise, elle, gardienne de vaches, tandis que la marquise de la Roche-Jacquelin, de moutons. Toutes deux passent inaperçues. Pendant plusieurs semaines, nous passâmes tout l'hiver à garder les moutons, presque toujours dans la même ferme, quelquefois cependant obligés d'en changer. À l'occasion d'un changement de refuge, la marquise de la Roche-Jacquelin et sa mère sont suivies par des bleus. Et donc, elles se dissimulent, disent-elles, dans un champ, au milieu des paysannes qui cherchent à nous sauver. Nous arrachons l'herbe dans le froment, à genoux, suivant l'usage du pays. Les bleus passent assez près, sans faire attention à nous. Ce faisant, Madame de la Roche-Jacquelin donne aussi à voir l'attitude des compagnes, de ses compagnes. Celles-ci continuent l'arrachage des mauvaises herbes comme s'il ne se passait rien autour d'elles, comme si tout était naturel, alors même qu'elles sont soumises à la surveillance des Bleus. En se taisant, elles prennent un énorme risque, celui d'être complices de ces aristocrates activement recherchés.
Ça donne aussi une autre information. Si le travail au champ est salvateur pour la marquise de la Roche-Jacquelin, c'est le quotidien pour les paysannes qu'elle rencontre. Malgré les risques, elles doivent cultiver les terres pour pallier ainsi l'absence d'hommes, afin d'assurer les subsistances des familles malmenées par les affres de la guerre civile. Alors, en conclusion, dans le cadre de cette communication, seuls certains aspects de la vie de ces Vendéennes ont été abordés, ont été soulignés. J'aurais pu beaucoup plus développer sur les travaux des champs par ces femmes, justement. J'aurais pu également développer ces marches qui sont absolument existentielles pour les Vendéennes. Mais ce que j'ai voulu montrer rapidement devant vous, c'est cette adaptabilité rapide à un environnement naturel, sociétal, par des femmes vendéennes, souvent des aristocrates, je vous l'ai dit, des nobles étrangers au pays. C'était ma focale et il me manque toutes les autres, vous le voyez bien. Pour toutes, en tout cas, il s'agissait d'une question de survie. Les communautés acceptaient de prendre le risque de protéger ces aristocrates, parfois tout juste tolérés par certains, car c'est une autre histoire de ces femmes dans cet environnement en guerre qui affleure dans ce tableau plutôt consensuel. Jusqu'où s'exerce vraiment la solidarité entre Vendéens et Vendéennes en pleine guerre civile? Évidemment, les mémorialistes aristocrates vendéennes ne s'attardent que rapidement et fugitivement sur la méfiance qu'elles ont éprouvée en certaines occasions de danger, dans certaines métairies, dans certains villages, émanant de Vendéens pourtant considérés comme blancs, c'est-à-dire pro-contre-révolution, mais soucieux de préserver leurs biens et leur existence. Il est certain que dans ces temps difficiles où la mort rôde, les Vendéennes de haut rang accentuent le niveau de danger pour la communauté rurale tout entière. Nous n'avons rien dit du culte clandestin, de cette religion sauvage, comme l'écrivent Alain Gérard ou Jean-Clément Martin, quand les communautés, souvent les femmes, protègent les curés. Ceux-ci organisent un culte clandestin dans des lieux isolés. Les femmes y sont partie prenante, sans doute plus encore que les hommes. Nous n'avons rien dit de l'environnement urbain des femmes, du profit qu'elles tirent de leurs allées et venues pour commercer en ville, mais aussi espionner les mouvements des républicains, ramener des informations sûres aux troupes vendéennes. Les femmes républicaines n'ont pas non plus été sujet de mes recherches pour cette communication et en réalité, la plupart des ouvrages ne parlent jamais de ces femmes. Vous voyez, bien des chantiers restent ouverts. Pour autant, mémoire et témoignages racontent une petite histoire d'un environnement bocager tourmenté par la guerre civile qui entre en résonance avec la grande, mieux connue, celle des chocs, des batailles, de la petite guerre, des chefs vendéens, des armées, des stratégies, les difficultés du quotidien, la faim, le froid, les multiples dangers pour soi, pour sa famille, enrichissent les connaissances de guerre de Vendée. Cette thématique, femmes et environnement, que vous proposez lors de ce colloque, inscrit dans le droit fil du précédent de 2024, montre qu'elle permet d'enrichir encore la recherche et renouveler les enseignements historiques sur un tel sujet. Je vous remercie de votre attention. Merci. Merci pour cette magnifique contribution qui a introduit cette journée.